Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet: comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. Allez, je vous laisse maintenant avec mon invité de la semaine. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Morgane Bourkis. Salut Morgane, comment vas-tu? Salut Pierre, ça va très bien. Alors Morgane, je suis ravi de t'accueillir dans le podcast car tu vas nous offrir une vision complètement différente, enfin assez différente de ce qu'on a l'habitude de discuter ici en termes de performance, en termes de vision de l'endurance, en termes de vision du mental. Car toi, ta carrière, tu l'as pas faite en tant que coureur à pied, cycliste ou triathlète, comme j'ai plutôt l'habitude de recevoir ici, mais en tant que champion d'apnée. Alors, je vais te laisser te présenter pour nous expliquer un petit peu ton parcours et où est-ce que tu en es aujourd'hui. Alors, je suis triple champion du monde apnée, mais je suis athlète retraité aujourd'hui. Mon Jeune dernier retraité. championnat du monde, je l'ai fait à Nice, en France, en 2019. Puis après, il y a eu le Covid, et puis après, ma carrière qui s'est véritablement arrêtée. Je suis devenu papa après par la suite, et puis j'ai voulu aussi consacrer mon énergie à d'autres projets, parce que bah, comme dans beaucoup de sports, d'activités, hein, quand tu la pratiques à haut niveau, bah, c'est plus compliqué d'avoir du temps aussi à dédier sur d'autres projets à côté, d'autres projets professionnels notamment. Donc ça a été un choix de m'arrêter après 15 ans d'équipe de France. Moi j'ai commencé l'apnée en 1999 exactement. Mhm. J'étais étudiant en STAPS à Poitiers. Et donc j'ai commencé l'apnée là-bas. Il y avait un club de plongée qui avait une ligne d'apnée avec un vieux monsieur qui nous faisait faire des longueurs. Donc c'était assez empirique, c'était juste un petit peu dans un coin, on était quelques-uns à le faire. Mais ça m'a beaucoup plu, à tel point que moi j'étais du coup à cette époque-là en fin de troisième année de STAPS, et ça m'a tellement plu que du coup j'ai décidé d'en faire un sujet d'étude derrière. Et ma quatrième, ma cinquième année d'études, je vais la passer en travaillant sur la physiologie cardiovasculaire de l'homme en apnée. Donc j'aurais travaillé pendant 2 ans dessus. Et le but, c'était aussi de pratiquer cette activité à côté et d'être un de mes propres cobayes dans mes expérimentations en tant qu'étudiant. Donc j'ai fait une première année à Poitiers, je suis descendu à Marseille en l'an 2000 pour faire une cinquième année. À l'époque, ça s'appelait un DEA, ce qui sera un Master 2 aujourd'hui. Et donc, du coup, moi, je voulais même faire une thèse, hein, derrière, hein. Je voulais travailler sur la physiologie vraiment de l'exercice, mais de l'homme en apnée de manière voilà, plus importante. Mais j'aurais pas pu le faire pour diverses raisons. Et donc, du coup, voilà, j'ai arrêté au bout de 5 ans. Je suis passé professeur de sport dans le milieu spécialisé. Mais j'ai continué à pratiquer l'apnée et c'est devenu du coup un sport passion très important qui a pris de plus en plus de place jusqu'à une première sélection en équipe de France en 2005, où je suis du coup à côté encore salarié en tant que professeur de PS. Quand je dis spécialisé, c'est auprès d'enfants et d'adolescents qui avaient des troubles du comportement et des troubles psychiatriques. Donc c'était vraiment dans des institutions privées. Je vais du coup être en équipe de France de 2005 jusqu'à 2019. Et la deuxième partie de ma carrière, je vais vraiment devenir ce qu'on appelle un peu plus athlète professionnel, c'est-à-dire que je vais quitter mon emploi et je vais véritablement créer mon business model, on va dire, en vivant grâce à des sponsors et grâce aussi à des activités annexes que je vais commencer à mettre en place. C'est-à-dire que je vais commencer à faire des conférences en entreprise. Je vais devenir aussi un instructeur qui va commencer à faire des stages d'apnée grand public avec son nom, et jusqu'à devenir après, notamment aujourd'hui, coach pour des jeunes athlètes. Voilà un petit peu. Aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes en tant que métier après cette carrière d'apnée. Je suis donc aujourd'hui conférencier, coach pour jeunes athlètes. Je suis incarnant documentaire aussi. Là, j'ai notamment un documentaire qui va sortir, une série qui s'appelle En immersion. Et le but, c'est d'inviter une personnalité à découvrir le monde de l'apnée et de parler aussi des enjeux de l'océan aujourd'hui par rapport au changement global.
Et puis j'ai encore aussi des partenaires de mon ancienne vie d'athlète avec lesquels je suis encore aujourd'hui. Et donc je fais encore des événements avec eux. Voilà un petit peu pour qui je suis aujourd'hui. Ok, ok, merci pour cette présentation. Alors, avant de commencer, pour les auditeurs qui nous voient, mais ça ne se voit pas, mais pour ceux qui nous écoutent surtout, si vous entendez des bruits de bébé derrière, ne vous inquiétez pas, vous ne rêvez pas. Il... Morgane a son nouveau-né contre lui en train de faire sa petite sieste. Donc, c'est tout à fait normal. C'est pas des hallucinations auditives. Il n'y a pas, il y a aucun souci. Euh, ce qui nous, oui, pardon. Non, non, vas-y, vas-y, c'est bon. Euh, quand on s'est contacté, moi j'ai eu tout de suite deux pans un peu, deux grands axes. Évidemment ça va partir après un peu au fil de la discussion, mais c'était, tu me diras si, ouais, si tu es d'accord avec ça, c'est un peu ce côté, pour moi, un apnéiste, c'est le summum de la maîtrise du souffle. Enfin, quand je dis le summum, c'est voilà, c'est ce qui se fait plus ou moins de mieux dans la maîtrise de sa respiration. Et moi, en tant que préparateur mental, je me suis formé aux différentes techniques de respiration. Il y a aujourd'hui différentes instituts ou académies, ça dépend comment on les nomme, qui dispensent pas mal de savoir sur sur la respiration, pardon. Et justement, comme moyen de régulation du stress et du système nerveux, chose qui, ben, moi, après en préparation mentale, m'intéresse évidemment fortement. Et sur la deuxième partie, c'est justement la préparation mentale en apnée, je m'imagine ça, parce que je ne connais pas du tout ce monde-là, comme quelque chose aussi d'assez prépondérant, si ce n'est la base, parce que ça ne s'agirait pas de paniquer à 100 mètres sous l'eau, parce que voilà, on est dans un sport où nous, en endurance, quand on en a marre, on s'arrête. Si tu en as marre en dessous, bah, tu peux pas t'arrêter. Donc voilà. C'était un peu les deux grands axes que je voulais développer avec toi. Donc je vais y aller de ma première question, après ça va un peu dérouler. Ouais. Est-ce que ce lien entre respiration et système nerveux est évident? Alors, aujourd'hui, scientifiquement, il l'est plus ou moins, mais pour toi, en termes de pratiquant, aujourd'hui, de ce que tu as fait sur les 20 années de professionnalisme en apnée, est-ce que c'est quelque chose voilà, que tu as touché du doigt vraiment? Alors oui, déjà, j'ai ce parcours scientifique que tous les apnéistes n'ont pas encore. Tu peux être aussi mais dans tous les sports, tu peux être un pratiquant sans avoir forcément le background sur la physiologie de ton corps dans telle ou telle pratique. Donc j'ai cette particularité-là, il est vrai. Et même si quand je travaillais dessus, c'était pas mon axe voilà, mon sujet d'étude véritablement, les liens entre respiration et système nerveux central, bah, je l'ai découvert bien évidemment au fur et à mesure et je me suis renseigné dessus aussi. Et ces liens, effectivement, avec le système nerveux parasympathique et orthosympathique, donc le système parasympathique est celui qui décélère, qui ralentit, et l'orthosympathique celui qui accélère, justement, qui va activer, bah, il est essentiel avec la respiration. Et ces liens sont bien évidemment prouvés. Et aujourd'hui, quand tu dis un peu que les apnéistes peuvent être les experts un peu de la respiration, bah c'est vrai parce qu'on a cette conscientisation de la mécanique ventilatoire et de ses effets justement sur le relâchement et la relaxation qui sont essentiels dans notre activité. Parce que nous, en apnée, c'est tout sauf une activation extrême. Au contraire, on essaie d'aller vers la léthargie. Et la respiration permet justement de développer des états mentaux qui vont aller vers cette léthargie. Nous, on recherche vraiment l'économie d'énergie, consommer le moins possible d'oxygène, ralentir au maximum pour pouvoir aller le plus loin, ou le plus profond, ou le plus longtemps. Ça, je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure sur les différentes épreuves, on va dire, de la plongée en apnée. Mais ces liens entre respiration et nous, notre niveau énergétique, notre niveau d'activation, pardon, que l'on doit ralentir au maximum, c'est notre outil principal, ça c'est vrai. Et on a développé une conscientisation très importante de la respiration. Je suis désolé, hein. Ça Vas-y, vient un vas-y. peu. Et c'est vrai que, en fait, on passe notre temps à respirer, on passe notre temps à avoir la conscience de notre respiration pour justement créer cet état de ralentissement. Donc, en fait, on est devenu très sensible à la manière dont on va respirer, à la manière dont on va optimiser celle-ci pour créer ces effets apaisants et créer ces effets de ralentissement, en fait. Et donc, on devient effectivement à un moment expert dans cette mécanique importante et ses effets, du coup, sur le système nerveux central et donc les effets surtout sur le parasympathique.
Et oui, parce que le souffle, enfin la respiration va impacter notre système, mais à l'inverse, l'inverse est vrai aussi, c'est quelque chose qui est interdépendant. Oui, Notre système, notre état nerveux va impacter notre respiration. Ça marche dans les deux sens. Et ça déjà, marche quand dans les tu... deux sens et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que aussi bien notre respiration va impacter nos émotions et notre cerveau, et aussi bien la manière dont on se comporte va avoir des effets aussi sur notre respiration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est véritablement un vase communicant qui va dans les deux directions. Oui, c'est ça. Et en fait, le fait déjà, c'est le travail numéro un, c'est d'en prendre conscience. Et c'est moi ce que je vois dans j'allais dire la séance un de mes accompagnements, la séance 1, c'est la prise de conscience des choses. C'est sans avoir conscience de comment on respire. Et c'est ce qui m'a fait le plus, en tant que pratiquant, le plus grand effet, c'est de prendre conscience à quel point je respirais mal ou pas, quasiment pas à certains moments, j'étais en apnée. Ouais. Et je respirais avec ça de ma cage thoracique, hein, c'est-à-dire avec mes clavicules, quoi. J'ai- et c'était incroyable. Rien que la prise de conscience donne une espèce de recul sur soi et c'est le début du travail au final. C'est le cas de beaucoup de sportifs, hein. Il y a beaucoup de sportifs qui ne savent pas respirer, mais encore une fois, faut dédramatiser aussi. On sait respirer puisqu'on est vivant et qu'on Oui. on vit pendant quand même un certain nombre d'années. Donc c'est que ça marche, c'est que ça fonctionne. Par contre, optimiser cette fonction physiologique, qui est encore une fois une fonction unique dans le corps humain, puisque c'est la seule dont on peut prendre le contrôle. On ne peut pas contrôler sa fonction cardiaque, on ne peut pas contrôler sa fonction intestinale, sa fonction hormonale. La commande, elle est intégrée. La Mhm. respiration, la commande est intégrée. Par contre, il y a une double commande, c'est-à-dire que par la volonté, tu peux décider à un moment si tu vas respirer plus vite, plus fort, plus lentement, voire même t'arrêter de respirer. Et ça, tu le fais grâce à la volonté, c'est-à-dire que tu vas chanter la commande intégrée, justement, et en prendre le contrôle. Et c'est la seule fonction du corps humain avec laquelle on peut faire ça. On ne peut pas décider à un moment d'ordonner à notre cœur de battre plus lentement ou de C'est battre ça. plus vite. Par contre, lui, il le fait Par en réponse. l'intermédiaire de la respiration. Alors ça, effectivement, on peut le faire par l'intermédiaire de la respiration, mais du coup, c'est pas en direct, je dirais. Ouais. Et la fonction cardiaque comment dire, se calquer à tes besoins énergétiques, d'accord? Mhm. Mais ta respiration, elle, tu peux véritablement la contrôler par la volonté. Et l'apnée, c'est un peu un jeu en fait entre ces deux modes de contrôle, c'est-à-dire que tu vas décider d'arrêter de respirer jusqu'à ce qu'à un moment, ton système nerveux te dise, là maintenant, il faut que tu respires parce qu'on commence à aller dans une phase critique. Il va t'envoyer des signaux très forts, te dire respire, respire, respire. Le jeu de l'apnée, c'est d'y résister pendant un moment parce que on va essayer justement de repousser les limites. Mais à un moment, les signaux sont tellement forts qu'on est obligé d'arrêter notre apnée et de se mettre à re-respirer. Et donc la commande intégrée a repris le contrôle, a repris le dessus sur la volonté. Est-ce que quand tu L'apnée, en dis... fait, c'est ça, hein, c'est lutter contre l'envie de respirer jusqu'à ce que cette commande intégrée reprenne le contrôle, cette commande autonome reprenne le contrôle de ta ventilation et reprenne le contrôle sur ta volonté. Et c'est un mécanisme de protection, hein, c'est très bien fait d'ailleurs, heureusement qu'on a ça. Heureusement. Euh, ouais, tout à fait, tout à fait. Je n'ai plus rien à. J'allais te couper pour te demander justement si commande intégrée, c'était commande autonome. Et tu m'as répondu tout Tout de à suite. fait. Commande Donc, autonome ok. dans le bulbe arachidien au niveau du tronc cérébral. D'ailleurs, le centre de la respiratoire est à côté du centre cardiaque, hein, justement ici, au niveau du bulbe arachidien. Donc, on est vraiment très proche. Tu as des motoneurones qui vont du coup travailler sur l'amplitude, la fréquence respiratoire. Donc, ça fonctionne tout seul. Ça pulse tout seul. Mais toi, par la volonté, tu peux décider à un moment, je peux m'arrêter de respirer pendant 20 secondes ou je vais Mhm. respirer sur un mode, par exemple, très simple de 1-2, c'est-à-dire un temps d'inspiration pour 2 temps d'expiration. Ça, c'est toi qui le décides. Mais si tu enlèves cette volonté, on va dire, ta respiration, elle fonctionne tout seul. Quand tu dors, tu ne penses pas à respirer. Quand tu manges, ça s'arrête automatiquement pour laisser le bol alimentaire passer. Quand tu fais un effort, ça se met en place tout seul parce que les besoins énergétiques vont la stimuler. Mais toi, tu peux aussi décider à un moment, tiens, je vais respirer plus lentement là ou plus vite. Tu peux le faire aussi par la volonté. C'est incroyable et je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce que
faut comprendre que comme tu t'as donné l'exemple du cœur, on peut donner des exemples de la thermorégulation, de la digestion. Oui, On ne oui, tout décide à fait. pas comme ça de dire tiens, je vais digérer maintenant, je vais m'arrêter là et je continuerai de digérer après. Exactement. Tout ça est autonome, tout ça se fait tout seul, exactement comme la respiration, et c'est quand même la seule activité autonome sur laquelle on peut La reprendre contrôle. la main. C'est quand même, enfin, je trouve ça un peu extraordinaire. Ça paraît évident, mais quand on y réfléchit bien, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc à partir de ce moment où tu as la capacité de prendre la main, eh ben, tu peux justement développer, on va dire, des respirations plus complexes. En fait, on sait respirer, comme je le disais tout à l'heure, mais on ne sait pas utiliser notre respiration pour des activités un peu plus complexes. Certains l'apprennent, par exemple, lorsqu'ils jouent d'un instrument à vent. Jouer du saxophone, par exemple, c'est quelque chose de très compliqué, parce qu'il faut être capable de pouvoir gérer ta respiration tout en faisant un son, être capable parfois de respirer en même temps que tu expires pour faire un son. Donc c'est très complexe. Et en fait, utiliser aussi sa respiration un moment pour apprendre à se relaxer, apprendre à se relâcher, apprendre à s'apaiser, c'est aussi un moyen d'utiliser sa fonction, sa respiration pour une fonction un peu plus complexe et qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire simplement nous approvisionner en oxygène et évacuer notre CO2. Là, on l'utilise pour un autre escient, une autre cause, qui est notamment cette capacité à se relâcher, justement. Tout à l'heure, tu parlais, je suis curieux sur le côté apnée. Tu dis, bien, à un moment, voilà, on décide d'arrêter de respirer. On peut, dans certaines mesures, dans un certain nombre de minutes. D'un moment, on va avoir des signaux qui vont nous donner envie de respirer très fort. Est-ce que tu peux nous séquencer un petit peu, nous grossir le trait? Moi, je vais te dire, je pense volontairement une bêtise. Moi, au bout d'une minute, j'ai la sensation de plus avoir d'oxygène disponible. Même au bout de 30 secondes, ça peut arriver. Au bout de 30-45 secondes, très envie de respirer parce que je me dis, tiens, j'ai plus d'oxygène. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Parce que moi, j'ai aussi entendu qu'on pouvait tenir 3-4 minutes de manière assez simple sans avoir un entraînement de dingue et que c'était à peu près ce que le corps humain de tout un chacun pouvait faire. C'est quoi les différentes phases en fait de j'ai plus d'oxygène, j'ai de l'oxygène? Qu'est-ce qui se passe dans le corps pour que ça tienne aussi longtemps? Alors tout ce que tu dis du coup est vrai, c'est-à-dire déjà cette capacité à pouvoir tenir entre, allez, je dirais 2 et 4 minutes. Physiologiquement, tout le monde le peut, Mhm. mentalement, c'est autre chose. Mais physiologiquement, ton corps est prêt à le faire. Après, comme je le dis, cette respiration, c'est une fonction essentielle, c'est une fonction vitale, très symbolique. Et en général, quand tout le monde se met en apnée, les premières sensations, à un moment quand l'envie de respirer arrive, c'est comme tu le traduis, c'est une traduction. Mais est-ce que c'est la réalité? On va le voir après. Oui, c'est une perception. Je sais pas si c'est Exactement. vrai. Ouais. Exactement, c'est une perception. Je n'ai plus d'air, je n'ai plus d'oxygène, plus d'air, plus d'oxygène. Donc en fait, déjà, on mélange un peu des Mhm. choses. On Mhm. va revenir un peu dessus. Je vais suffoquer, je vais étouffer, voire si je continue, je vais mourir en fait. Mhm. Et les signaux en fait que t'envoie ton cerveau, ces signaux difficiles, ce manque d'air, ces spasmes du diaphragme que tu peux avoir, sont ni plus ni moins une traduction que arrête ça, tu vas mourir. C'est assez brut, hein, mais c'est comme ça en fait. C'est pour ça que les gens en général disent j'arrête de l'apnée parce que je vais étouffer. Je sais pas ce qui va se passer, mais je vais étouffer. Donc ce sont quand même des symboliques aussi très forts. Ouais. Si on le retraduit de manière un peu plus réelle maintenant, Mhm. l'envie de respirer, c'est pas un manque d'oxygène, c'est le CO2 qui s'accumule et qui est le principal stimulus de la respiration. C'est lui qui donne envie de respirer. Donc l'envie de respirer vient du fait que ton CO2 s'accumule et commence à dépasser un certain seuil dans lequel il va commencer à stimuler le système nerveux pour dire il faut respirer parce que bah, je dépasse, on va dire, mon cadre d'homéostasie, de balance simple, on va dire. J'ai un déséquilibre. Il faut respirer pour effectivement rompre cela. Et si jamais j'ai trop de CO2, mon oxygène en plus est en train de diminuer, on va vers quelque chose qui n'est pas bon. D'accord? Donc ça, ce sont ces signaux d'envie de respirer. Ils viennent de ce CO2 et non pas de l'oxygène. C'est-à-dire que l'oxygène, en fait, tu en as encore. Et tu en as encore suffisamment pour pouvoir tenir. Et pas tenir que 10 secondes, hein. Tu peux tenir encore plusieurs minutes. OK? Mais on va dire que c'est suffisamment bien fait justement pour prévenir les gens et dire n'allez pas dans cette direction-là parce que bah, au bout du compte, il pourrait y avoir une perte de connaissance, par exemple. Mhm. Et donc, c'est un système de protection du corps humain. Et c'est un système de protection, on va dire, mentale très fort. Parce que du coup, on va agir sur des sensations
désagréable pour éviter que les gens aillent dans cette direction-là, ouvrent un peu ses portes pour aller voilà, dans ces zones-là, alors que ce sont des zones, on va dire, pas hors contrôle, mais des zones où le corps humain voilà, va jouer avec des paramètres qui peuvent potentiellement être dangereux. D'accord? Mais cette envie de respirer, c'est le CO2 et pas l'oxygène. D'accord? Ok. C'est-à-dire que déjà, quand tu comprends ça, Oui. tu dis, OK, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si je respire Mentalement, un on peu, peut se dire je tiens quoi. Je tiens, je suis voilà, pas en train de, voilà, je suis pas en train de me mettre en exactement. Je suis danger. pas en train de mourir, justement. Ouais. J'ai encore de l'oxygène, donc je peux encore tenir un peu. Malgré que ces effets, on va dire, ces stimuli qu'envoie le corps humain, ces contractions du diaphragme, ne sont pas douloureuses, mais sont plutôt désagréables. Et en plus, Désagréable, ça ouais. s'accompagne mentalement d'un ressenti assez inconfortable. C'est pour ça qu'en général, on s'arrête dès qu'on ressent ces premiers symptômes-là. Euh, Nous, ces symptômes, on les a aussi en tant qu'athlète professionnel, en tant que spécialiste de l'apnée. On les a aussi, mais ils arrivent un peu plus tard. Mais par contre, c'est la même physiologie, c'est-à-dire que envie de respirer parce que j'ai du CO2, mais nous, on sait qu'on peut tenir, donc on va tenir plus longtemps. Et en plus, mentalement, on a travaillé sur cette acceptation, en fait, de cette situation de soif d'air, de manque d'air, mais qui, d'un point de vue physiologique, est sans danger. D'accord? Donc, malgré les sensations un peu désagréables, on arrive à passer outre et on arrive à s'accommoder, en fait, de ces sensations. Et elles sont vécues mentalement bien différemment du commun des mortels. Donc, c'est pour ça que ça nous permet aussi d'avoir d'une part des phases simples, des phases faciles. Ce sont les premières phases de l'apnée où tu n'as pas envie de respirer. Nous, au lieu de qu'elles durent 30 secondes, voire une minute, elles vont durer 4 minutes, 5 minutes, voire plus de 5 minutes chez des très grands spécialistes de l'apnée statique. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, ils n'ont pas envie de respirer. Ils sont super bien. D'accord? Et arrivé à un seuil, en général, quand ton CO2 atteint un certain seuil, et c'est le même pour tout le monde, c'est 46 mm de mercure, hop, première envie de respirer. Poum, je commence à avoir des spasmes du diaphragme. Et là, je vais rentrer dans un processus où mon cerveau va en permanence me dire arrête-toi, reprends ta respiration, ça suffit, etc. De manière tranquille au départ, puis ça va s'accélérer, s'accélérer, s'accélérer. Si toi, tu me dis que tu tiens 10 secondes dans cette phase, 15 peut-être, 20, 30 Mhm. secondes dans les jours où tu es un peu plus relâché, un peu plus cool mentalement, ces mêmes athlètes peuvent tenir 3, 4 minutes parfois, parfois plus aussi pour certains d'entre eux, dans cette phase de lutte. Donc on a véritablement une phase facile, une phase agréable, un point de rupture, une phase de lutte et un point de rupture véritablement de l'apnée. Ok. D'accord? Donc ça se manifeste un peu comme ça chez tout le monde, mais avec du coup des temps euh, augmentés pour les pratiquants parce que ils savent mieux se préparer. C'est-à-dire que si moi je t'apprends deux, trois choses, pas grand-chose, hein, on n'a pas besoin de s'entraîner pendant 6 mois. Juste comment bien respirer, comment bien te relâcher mentalement, tout de suite tu vas monter à 1 minute 30 ou 2 minutes. Parce que tu vas commencer ton apnée en étant beaucoup plus relâché, serein et bas au niveau de l'activation. Donc ça, c'est déjà hyper important. La plupart des gens qui s'essayent à l'apnée comme ça, ils font entre copains, sous la rigolade, un peu dans l'excitation. Allez, c'est à moi, maintenant j'y vais. Et j'y vais alors que je suis avec un cœur, avec un rythme cardiaque qui est à 80 ou 90, donc qui consomme énormément. Donc l'envie de respirer va venir très vite. Par contre, si ces mêmes personnes, tu leur fais respirer 3 minutes, pas plus, hein. Tu les apaises, tu leur fais faire la même chose. Tout de suite, au lieu d'avoir envie de respirer à 40 secondes, elles vont peut-être avoir envie de respirer au bout d'1 minute 20, 1 minute 30. D'accord? Et puis au fur et à mesure qu'elles vont rentrer dans cette activité, en fait, ce temps va se décaler encore et elles vont s'apercevoir qu'en fait, ah mais en fait, je suis pas mort au bout de 30 secondes, je peux tenir ma respiration 1 minute 30, voire 2 minutes, voire 3 minutes. Et ça, du coup, les gens sont toujours très surpris de leur capacité. C'est juste, en fait, que il n'y a pas besoin d'entraînement pour faire ces temps-là. Par contre, il y a juste besoin d'une légère préparation qui n'est pas compliquée, que vraiment tout le monde peut faire pour avoir ces temps-là et je dirais aussi une détente mentale quand tu fais cet exercice-là. Si tu le fais sous le coup de l'excitation et du rire ou de la tension, je dirais, tu vas consommer plus, donc forcément, tous ces temps vont se réduire. Mais si tu es plutôt cool et que tu es prêt à vivre une expérience plutôt relaxante et paisible, alors à ce moment-là, tes temps très très vite ils s'ouvrent et tu vas assez loin et tout le monde se surprend. Après, Ah ouais.
tout le monde n'a pas la même capacité à déverrouiller un petit peu justement ces fameux verrous mentaux, à aller dans la zone un peu où tiens, j'ai envie de respirer, mais finalement tout va bien, je peux rester un peu. Alors je dis pas que la première fois tu vas être capable de tenir 2 minutes en ayant envie de respirer, mais au lieu de tenir 5 ou 10 secondes, ne serait-ce que tenir déjà 20 ou 25, c'est déjà un monde et tu vas ouvrir une porte en te disant simplement ah oui en fait j'ai envie de respirer mais ça va. Et tiens, je suis déjà à 25 secondes et en fait ça va encore. J'ai effectivement cette envie de respirer mais je vois que tout va bien. Et c'est ça qui est surprenant quand on commence l'apnée. Ah, c'est passionnant. Et bah, tu as dit beaucoup de choses, mais je ne veux pas rebondir sur tout. Mais il y a une notion dont on entend de plus en plus parler, c'est cette tolérance au CO2. Oui. Comme beaucoup de choses, quand on vient stresser l'organisme, on a la sensation que c'est pas très agréable quand on est en train de le faire, mais ça procure des bienfaits par la suite, parce que des adaptations du corps. C'est quoi cette histoire de tolérance au CO2? C'est-à-dire de se mettre, comme ce que tu viens de dire, on se met en état d'apnée, il y a une grosse concentration de CO2 dans le corps, c'est les premiers signaux comment dire, de pas très agréable, quoi. Euh, est-ce que, bah, est-ce que c'est des choses qui sont nécessaires pour notre corps? Et est-ce que, après, si on fait un parallèle avec les sports d'endurance comme ceux dont on parle plus souvent dans le podcast, le course à pied, le trail ou le cyclisme, est-ce que c'est quelque chose qui peut servir, in fine, à un athlète d'endurance de développer ces capacités-là? Alors, en général, ce n'est pas que sur cet aspect. Je dirais que les bienfaits de l'apnée vont pouvoir avoir des répercussions sur des sports annexes et notamment des sports d'endurance. Aujourd'hui, on a de plus en plus, notamment, alors je dirais un peu plus des sports hybrides ou des sports un peu à répétition d'accélération comme des sports co. On a beaucoup de protocoles en fait de formation et d'entraînement pardon pour des rugbyman, pour des footballeurs qui ont notamment besoin d'être capables de faire des accélérations 40, 50, 60 mètres très fortes, très violentes, mais Mm. répétées. Et on sait que ce sont quand même des efforts qui sont très intenses et qui marquent beaucoup l'organisme. Et on a découvert que faire des protocoles d'apnée pour ces sportifs-là leur permettait d'avoir justement des capacités de répéter ces sprints toujours à haute intensité avec un niveau véritablement d'intensité proche du maximal dans la durée, était bénéfique pour eux parce qu'au lieu d'être capable de faire 8 sprints de cette manière, mais après d'avoir des baisses de performance, ils sont capables d'en faire 15. Et pour un plaqueur en rugby ou pour un ailier en foot, c'est hyper important, par exemple. Et on a trouvé que ces protocoles en fait d'entraînement en apnée permettaient justement d'augmenter ce type de performance. C'est la même chose un peu pour les nageurs, hein. Aujourd'hui, quasiment tous les nageurs font de l'apnée. Oui, j'allais Euh, dire, sur un 50 mètres, je crois qu'il y en a de plus en plus qui respirent pas des masses, hein. Tout à fait. Voire Alors pas ça, du tout. c'est sur du sprint, donc on va Mm. dire qu'à la rigueur, c'est assez Mais avant, ça se autre faisait chose. pas. C'est très Avant, court, on va ouais. dire. Mais ça se fait quand même depuis quelques D'accord. années, malgré tout. D'accord. Par contre, je parle vraiment sur les distances plus importantes, comme du 200, comme du 400, qui d'un point de vue métabolique sont complètement différents Ouais. et sont très durs aussi. Cette capacité notamment à faire des virages et des départs sous l'eau, parce qu'on sait qu'on nage plus vite sous l'eau. On a eu l'exemple à l'époque de Michael Phelps, qui était capable de faire des coulées en fait de 13 à 14 mètres, même sur la fin d'un 200 mètres ou d'un 400 mètres, alors qu'ils sont épuisés. Mais on sait qu'on nage plus vite sous l'eau. Donc en fait, c'est très important. Et ça, sur la durée, sur un 400 mètres par exemple, il était assez précurseur là-dedans. C'est ce qui lui permettait à chaque fois de gratter par exemple 20 à 30 centimètres sur chaque virage. Mais x 4 ou 5, c'est énorme. En C'est fait. énorme. Ouais. Plus d'une technique de nage Mhm. et d'être un athlète hors pair, bien évidemment. Mais ça, c'était un de ses gros points forts, comme ça l'est aujourd'hui pour Léon Marchand. Léon Marchand, il a des coulées exceptionnelles. Je trouve qu'il Ouais. a le même coach que Michael Phelps, hein. C'est Bowman. Mais Mais encore faut-il en avoir la capacité, il faut en comme tu avoir la dis, parce que capacité. sur un 400 mètres, avoir envie de faire une coulée de 15 mètres, pouah. Mais parce que du coup, il y a des entraînements spécifiques qui commencent à se mettre en place là-dessus. Et du coup, ces entraînements vont agir sur la tolérance au CO2, bien évidemment, et vont agir aussi sur notamment la partie lactate, c'est-à-dire cette capacité à moins produire de lactate, notamment dans ce type d'effort, à avoir des systèmes tampons qui vont prendre en charge justement toute cette acidose de manière plus importante. Et c'est pour ça que du coup, sur les protocoles, comme je te parlais tout à l'heure,
cette capacité à pouvoir répéter par exemple ces sprints dans le temps, toujours à haute intensité, c'est parce que on accepte davantage de CO2, on a des meilleurs systèmes tampons pour réguler ça, on a une meilleure adaptation en fait à tous ces déchets produits lors de ce type d'effort très bref mais très intense, parce que l'entraînement en apnée va pouvoir favoriser ça, justement. Et en fait, c'est pas que l'adaptation au CO2, c'est un ensemble de choses que va pouvoir permettre ces entraînements en apnée, mais qui sont très liés en fait à tout ce qui va toucher à l'anaérobie et donc à tout ce qui va être au niveau de la glycolyse et tout au niveau comment dire, du traitement de tous ces déchets pour pouvoir en fait être beaucoup plus efficace. En fait. OK, et du coup, est-ce qu'on peut faire un lien, alors, on l'a pas dit, mais maintenant tu es un coureur, trailer, amateur, mais Ouais. voilà, d'ailleurs, tu nous parleras après des projets que tu es en train de développer. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut transposer du coup tout de suite à notre sport, nos sports d'endurance, où toi, tes 20 ans de pratique d'apnée te servent aujourd'hui à pouvoir transposer ça dans le trail? Alors, elles vont me servir d'un point de vue mécanique respiratoire. Effectivement, je sais bien respirer. Donc, c'est quand même essentiel sur un effort longue durée, à un moment, d'être capable d'optimiser ta ventilation pour bien, effectivement, gérer ton apport d'oxygène. Par contre, d'un point de vue métabolique, on est aux antipodes. C'est-à-dire que Ah. moi, c'est très courant, hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais tu dois être super fort en marathon ou en triathlon ou ceci, cela. Ouais, ouais, bah, c'est ce que j'ai envie de dire aussi. Tu Mais as pas une du grosse tout. VO2 max, etc. Pas du tout. Pas du tout. En fait, d'un point de vue physiologie, on est aux antipodes. La VO2 Ok. max n'est pas du tout un critère de performance chez nous. Et pour tout te dire, certains athlètes avec lesquels je discutais, qui sont de très grands champions chez nous, parmi les meilleurs mondiaux, qui sont capables de nager, hein, je dis bien, alors pas à haute intensité, mais faire un effort sous l'eau pendant 5 minutes, ce qui est énorme, Ouais, c'est ouais, énorme, et d'être capable de parcourir plus de 300 mètres sous l'eau ouais. en 5 minutes. Donc il y a véritablement une spécificité physiologique extrême, on va dire. Mais- Ils ont des VO2 max de 41. D'accord. Correspond à la VO2 max d'un sédentaire. Oui, 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 D'accord. quelqu'un oui, oui, oui. Voilà. J'allais dire autre Et chose. Mais pourtant, oui, ce tout sont à des fait. gens qui vont avoir des charges de travail en apnée énormes, qui vont s'entraîner 2 fois par jour, qui vont s'entraîner une vingtaine d'heures par semaine, d'accord. Donc de vrais athlètes de haut Ah non, niveau, clairement pas un critère. Ok, d'accord. mais pas du tout un critère de performance chez nous. Et du Pourquoi? coup, Parce ça ne développe pas la VO2 max non plus, de faire de Exactement. l'apnée. Et- Exactement. En fait, nous, on va véritablement développer notre tolérance à l'hypoxie, c'est-à-dire au manque d'oxygène, notre tolérance à l'hypercapnie, c'est-à-dire des forts taux de CO2 dans l'organisme, d'accord? D'être capable de fonctionner avec un taux de CO2 beaucoup plus élevé que la normale, mais de fonctionner je dirais, en normalité, d'accord? Mais on ne va pas du tout développer la V2 max. Et d'ailleurs, nous, je te rappelle ce que je te disais au tout début, nous, on recherche la léthargie. On recherche l'activation minimale, on recherche l'économie d'oxygène. Quand tu pars sur, je peux en dire quelque chose un peu parce que maintenant je pratique un peu aussi ça, quand tu pars sur un effort de 10 heures à mon niveau, tu vois, pour un 50 km, l'oxygène, tu en as besoin. Hein. Tu en as véritablement besoin par rapport à toutes tes ressources énergétiques pour avancer. Nous, on essaie de le préserver au maximum. Si par exemple on faisait une apnée tous les deux de 1 minute, quelque chose qu'on est capable de faire tous les deux, si on mesure notre oxygène pulmonaire à la sortie de cette apnée, j'ai plus d'oxygène que toi dans mes poumons. Pourquoi? Parce que j'en ai moins utilisé. Pourquoi? Parce que T'as mon moins consommé. organisme, Ouais. voilà, exactement, j'en ai moins consommé. Mhm. Mon organisme s'est adapté pour moins consommer sur ce type d'effort, c'est-à-dire retenir sa respiration. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais garder davantage d'oxygène pour moi, et notamment pour mon cerveau, parce que l'adaptation à l'apnée, c'est justement euh, créer un système adaptatif pour que ton cerveau ne soit jamais en manque d'oxygène. Si les gens s'interrogent pour dire est-ce que l'apnée crame les neurones, tout simplement, parce que c'est ce qui se dit aussi, D'accord. non, parce qu'il y a des mécanismes adaptatifs protecteurs, justement. Il faut savoir que si on parle un peu de physiologie, justement, les adaptations liées à l'apnée, mais qui peuvent survenir chez tout le monde. Hein. Si je te fais faire une apnée à ton niveau, qui n'est pas apnéiste, tu vas avoir aussi ces adaptations immédiates qui vont se créer. Tu as une bradycardie, une chute du rythme cardiaque pour déjà moins consommer. Tu as une vasoconstriction périphérique, c'est-à-dire que l'ensemble de ton réseau artériel périphérique, notamment au niveau de la peau, au niveau de certains muscles, au niveau un peu des organes de la digestion, va commencer à se fermer
en fait, va être alimenté beaucoup moins en sang. D'accord? Parce que c'est pas essentiel. On est quand même dans un instant critique, hein. J'arrête de respirer, va avoir une réserve d'oxygène limitée, il faut que mon corps, pouf, il se mette en mode protection, en fait, pour tenir le plus longtemps possible, pour, entre guillemets, me sortir de cette situation, qui n'est pas une situation normale, même si elle est voulue, bien évidemment. Donc ça, c'est le deuxième phénomène très important, la vasoconstriction. Et à l'inverse, tu as une vasodilatation centrale, c'est-à-dire que ton cœur et ton cerveau vont voir leur système artériel s'ouvrir et avoir un afflux de sang multiplié. Il faut savoir que chez les experts, tu as 7 à 8 fois plus de sang dans le cerveau en situation d'apnée que pendant la normale. C'est-à-dire que tu as un afflux sanguin très important et donc un afflux d'oxygène très important pour préserver ton cerveau pendant cette situation. Et ton cœur aussi, qui sont les deux organes nobles qui doivent être maintenus sous perfusion pendant cette situation-là. Il y a d'autres effets encore qui sont importants, c'est notamment la contraction de la rate. La rate, c'est un recycleur de globules rouges un peu dans l'âge adulte, mais ça veut dire que tu as des globules rouges encore qui sont peut-être en fin de vie à l'intérieur, mais qui peuvent encore fonctionner. Et dès ta première apnée, même toi à ton niveau en tant que débutant, si je te fais faire une apnée, tu vas avoir la rate qui va se contracter pour libérer des globules rouges, libérer des transporteurs qui vont alimenter du coup davantage le cœur et le cerveau. Ok. Et puis après, tu as d'autres phénomènes aussi, le fait que ton métabolisme va se switcher beaucoup plus sur des réactions, des chaînes métaboliques anaérobies pour préserver l'oxygène justement que d'aller dans la voie aérobie. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne consomme pas l'oxygène, hein, bien évidemment qu'on en consomme. Mais on va en essayer d'en consommer le moins possible et on va développer du coup un certain nombre de mécanismes physiologiques pour être dans l'adaptation et dans le ralentissement, justement. Et ça, ça va à l'encontre un peu de ce qu'on connaît dans la majeure partie des sports. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi un peu de notre paradigme, c'est que l'apnée, c'est la lenteur. La vitesse ne fait pas partie des variables de la performance. Chez nous, c'est le temps, la distance et la profondeur. Quelle que soit la vitesse à laquelle tu vas pouvoir faire ça. Ça ne fonctionne pas dans le temps, bien sûr, parce que le temps, c'est l'apnée statique. C'est retenir sa respiration sans bouger le plus longtemps possible. Parce que tout le monde a déjà fait un peu une fois dans sa baignoire, dans son lit, avec des copains en piscine. Tout le monde a déjà fait ça. C'est la base, on va dire. Après, tu as la distance, c'est l'apnée dynamique. Parcourir la plus grande distance en étant immergé dans un bassin, donc sous la surface, avec des palmes ou sans palmes. C'est ce qui va du coup déterminer plusieurs disciplines, notamment. Et après, tu as la profondeur. Atteindre la plus grande profondeur, pareil, avec 100 palmes, toujours en étant le long d'un câble pour matérialiser la verticalité et pouvoir avoir aussi une mesure précise de la profondeur. Je veux descendre par exemple à 101 mètres, on va régler ma corde à 101 mètres et je sais que je descendrai à cette profondeur-là par exemple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas le premier arrivé qui gagne. C'est celui qui a réussi sa performance, d'accord? Et quel que soit le temps qu'il va mettre, et on a du coup des profils un peu différents d'athlètes, hein. Par exemple, deux athlètes qui seraient capables de performer 200 mètres en apnée dynamique, c'est-à-dire la longueur. Certains vont être plus rapides que d'autres, mais si les deux arrivent à 200 mètres, les deux seront à égalité, même si l'un est plus rapide. D'accord? Donc la vitesse n'est véritablement pas un critère de performance, et ça, en fait, ça accompagne aussi le principe de notre activité, c'est-à-dire la léthargie et le ralentissement, en fait. Et on sait que pour durer, pour aller loin, pour aller profond, il vaut mieux plutôt être dans la mesure, dans la temporisation que dans l'accélération. Parce que quand tu accélères, tu consommes beaucoup plus et en général, tu vas moins loin. Oui, et alors j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas transposer ça. Par contre, on en a parlé en préparant l'épisode, c'est que tout ce que tu m'as dit là, ça m'a rappelé un bouquin qui s'appelle L'éloge de la lenteur, que j'ai adoré, que je conseille. Et justement, que ce niveau de performance que vous avez, c'est un autre type de performance. Alors, le mot performance est plein de connotations, mais bon, on s'entend. De justement aller ralentir le plus possible. Je trouve ça assez intéressant. Je pense que dans toutes les conférences que tu donnes, les parallèles entre la société actuelle et ce que tu D'accord. pratiques sont absolument délicieux à développer, hein, je pense que là, on a matière. Euh, mais alors, du coup, question, toi, tu m'as dit plusieurs fois, voilà, donc ça ne m'a pas aidé à devenir un bon athlète endurant, on va dire, ça va pas non plus Tout à fait. me donner ça. Par contre, je sais bien respirer. Ça veut dire quoi, bien respirer? Quand tu Ça cours, par veut, exemple?
Tout à fait, bah, ça veut dire être capable notamment, et c'est ce que tu as commencé au niveau de notre entretien, c'est être capable d'utiliser son volume pulmonaire dans son entier. Donc, est-ce que c'est C'est-à-dire, respirer par le ventre, si je dis bêtement le truc? c'est notamment utiliser beaucoup plus Abdominal? le ventre. Donc, c'est-à-dire, alors, quand je dis le ventre, c'est-à-dire pas respirer avec le ventre, hein. Bien évidemment, l'air va dans les poumons, c'est dans la poitrine, mais c'est simplement avoir la flexibilité et la Mobilité. mobilité Ouais, ok. du ventre, parce que le diaphragme est situé sous les poumons et est en contact direct avec la zone viscérale. Et si ton ventre est rigide, ton diaphragme va beaucoup moins bien fonctionner. Parce que tu dois commencer à le connaître aussi, notamment si tu m'as dit que tu faisais de la méditation, que tu as travaillé sur le souffle aussi. Cette mobilité du ventre, quand tu inspires notamment, c'est ton diaphragme qui est sous tes poumons qui va s'abaisser Ça. et qui va pousser sur la masse viscérale. Et cette masse viscérale, il faut bien qu'elle aille quelque part. Si ton ventre, ta zone abdominale est rigide, tes viscères, en fait, vont rester sur place et vont se comprimer un peu, mais du coup, ton diaphragme va pousser sur quelque chose de dur. Si par contre ta zone abdominale est relâchée, tes viscères vont pouvoir en fait s'abaisser et ressortir un peu et laisser à ton diaphragme la possibilité de s'abaisser véritablement et donc d'ouvrir véritablement ton volume pulmonaire et donc de travailler sur un volume beaucoup plus important. Et ça déjà c'est une chose, plutôt que de respirer sur 2 litres et demi ou 3 litres, respirer sur 5 litres, c'est Ah oui, différent oui, déjà en termes d'échange, d'accord? En tout à termes fait. d'efficience aussi, tout simplement. Et en termes simplement de coût énergétique de la respiration aussi sur ton épreuve, en fait. Mieux respirer, c'est aussi mieux évacuer ses déchets. Donc là, on en revient aussi sur la partie métabolique, d'accord? Mm. Et du coup, si tu es capable aussi, par exemple, de respirer moins vite parce que ta respiration est plus efficace sur un même effort, c'est-à-dire d'avoir besoin de moins de volume courant, c'est-à-dire de nombre de cycles respiratoires par minute, par exemple, pour un même effort, c'est aussi une économie, en fait, dans ta pratique, on va dire. Mm. Donc là-dessus, je dirais que j'ai tout avec moi, on va dire. Ouais, Par contre, comme je te le disais, d'un point de vue physiologie, je suis aux antipodes véritablement des besoins par rapport à un sport ouais, je d'endurance. comprends. Et là-dessus, non, ça ne m'aide pas. Au contraire, je dirais même, toutes ces années à haut niveau en apnée ont plutôt été un frein par rapport après au développement, je dirais, de capacités d'endurance. Mais c'est comme Mm. ça, c'était des choix. Ah ouais, bah, tu vois, c'est hyper intéressant là, ce que on parle du diaphragme, on pourrait y passer 2 épisodes dessus parce que Oui, le nerf vague passe aussi tout à dans fait. tout ça. Mais moi, jusqu'à ce que je découvre ça, j'avais le diaphragme complètement bloqué, comme je t'expliquais. Et plus le stress montait, donc même si c'était du stress positif, parce que physiologiquement, les réponses sont les mêmes. Donc je suis au départ d'une course, je suis très heureux, mais je suis hyper stressé, positivement, mais n'empêche que j'ai le diaphragme bloqué. Et ça coupe l'énergie dans mes jambes, j'ai plus de jambes, donc c'est ce qui est très dommage quand on s'apprête à courir. Et le fait, en fait, de détendre, la première chose qui m'était venue à l'esprit, c'est de comprendre. Respiration abdominale, c'est comme ça que respirent les bébés. Ceux qui ont eu des enfants, il suffit de regarder un bébé dormir, on voit que c'est le ventre qui bouge, Ou l'abdomen. de s'observer nous-mêmes Ou- dormir. Parce que quand on dort, c'est un peu C'est compliqué, un bien peu plus évidemment. compliqué. Dans la phase d'endormissement, par contre, Ouais, ça revient. C'est-à-dire qu'on relâche et c'est on ça. se met à respirer par le ventre. Et en plus, ça commence, je dirais, avant véritablement la phase d'endormissement. Donc en fait, Mm. on adopte déjà cette respiration idéale, on va dire, Et- avant même de sombrer véritablement dans les états d'endormissement bah, profond. c'est Donc, c'est là il où. faudrait en avoir conscience, en fait. Pardon. Ouais, ouais, excuse-moi, et c'est là où j'allais dire, peut-être un peu plus facile que quand on va s'endormir. Moi, c'est la méditation que je pratique pas Oui, mal. Et là, en méditation, on peut rester éveillé avec un état beaucoup plus bas, on va dire, oui, d'activation. On se rend compte que la respiration se pose dans le ventre. On dit souvent ça. exactement. Elle se met en place Et, toute seule, en fait. et Elle se met en place toute exactement, seule. elle se pose. C'est pour ça que j'aime bien ce mot, c'est que c'est pas une volonté de notre part, c'est que quand tout est détendu, eh bien, le fait que le diaphragme, que l'abdomen se gonfle, libère le diaphragme, et en fait, c'est naturel que on se met à inspirer tout seul. Et finalement, c'est souffler qui devient un effort, entre guillemets. Mais l'inspiration se fait un peu plus naturellement. Donc, ouais, Ouais. c'était. En fait, on a les ressources en nous. C'est simplement que là, tu viens de citer l'exemple d'imitation. Moi, je t'ai recité l'exemple du sommeil et de la phase d'endormissement juste avant, où la respiration se met en place la bonne manière de faire juste avant de dormir, parce que le corps, lui, sait très bien comment il faut bien fonctionner en fait. C'est Et à ça. partir du Ouais, moment bien où sûr. tu rentres en phase
d'éveil avec toutes tes stimulations et tous tes stress possibles par rapport à tout ce que tu dois gérer, effectivement. Du coup, cette respiration qui sait comment elle fonctionne ne se met plus en place si tu n'as pas la conscientisation. Euh, il nous reste peu de temps. Pour moi, je voulais partir sur entre guillemets, la préparation mentale pure et dure. Pour moi, avant qu'on se parle, un apnéiste était forcément, après tout ce qu'on s'est dit, ça a été un peu en filigrane hein, tout le long, il y avait une préparation mentale très forte. Différente de ce qu'on va retrouver dans l'endurance, parce que quand tu vas faire 20, 40, 80, 180 km dans la nature, plus tu t'exposes à l'extérieur, plus tu t'exposes à de la variabilité, à de l'inconnu, etc., etc. Donc, que des facteurs de stress au final. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Vous savez exactement, entre guillemets, ce que vous allez trouver, et c'est plus ou moins toujours la même chose, et vous allez peut-être vous adapter à cette chose qui va vous créer ces signaux d'alerte. Mais bon, voilà. Est-ce que toi, ta carrière a été toujours, comment dire, rythmée avec de la préparation mentale, ou est-ce que c'est pas du tout le cas? Est-ce que déjà tu en as fait? Comment vous en faites? Est-ce que tu es accompagné? Ou comment ça s'est passé? Alors, moi, j'en ai eu. J'ai eu un préparateur mental qui est arrivé sur la deuxième partie de ma carrière. Je n'en ai pas eu au début. Moi, je suis issu, voilà, comme je te le disais, plutôt de la partie STAPS, mais physiologie. Ok. Même si j'ai eu, bien évidemment, dans mon parcours aussi, tout un apport sur notamment les sciences cognitives, la prépa mentale, un peu de fait aussi, mais pas tant que ça. Et c'est vrai de toute façon, en plus, que notre pays a toujours été en retard par rapport à la préparation mentale. Le premier Quelques années, euh, oui. psychologue du sport en équipe olympique française, c'est 1988, hein, alors que les pays de l'Est en avaient déjà dans les années 60 sur les Olympiades des années 60. Donc on est très très en retard par rapport à cela. Donc forcément, bah, tu es aussi issu de manières de pratiquer dans ton environnement qui vont pas favoriser cela. Euh, donc ça a été mon cas aussi. Pourquoi j'ai fait appel à un préparateur mental, c'est parce que suite à un échec un peu important, mais sur la gestion de facteurs externes et non Mhm. pas de facteurs de la compétition Ok. qui m'ont impacté dans la compétition. Mm. Je me suis retrouvé face à un mur, à ne pas savoir en fait comment absorber cela et comment éviter que ça vienne entacher en fait mes résultats sportifs, alors que ce n'était pas le stress de la compétition en lui-même. Mais malgré tout, ça reste Oui, mais ça venait impacter ta ça vient performance. impacter, Donc tout au à fait. final, Voilà. oui, Donc au final, le résultat est le même, c'est-à-dire l'impact sur le résultat une sportif. dégradation de ta performance. Donc tu veux, Complètement. voilà, ok. Gros échec. Donc j'avais fait appel à quelqu'un dans un premier temps pour plutôt, alors j'avais pas forcément cette visée-là. Moi, c'était plutôt pour euh, agrémenter, solidifier, je dirais, mes discours en entreprise. C'est-à-dire que je voulais plutôt avoir plus de notions pour pouvoir parler de choses que je vivais, que je ressentais, que je mettais en place, mais faire des liens en fait avec des pratiques déjà existantes, ce que je pouvais moi faire aussi de manière empirique, mais le confronter au final avec des choses qui existaient déjà, et ça c'est ça qui m'intéressait. Et puis j'ai cette personne-là en fait par rapport à son accompagnement là-dessus, m'a aussi transmis des méthodologies pour pouvoir gérer sa motivation. Et du coup, ce sont des choses que j'ai après utilisées en tant qu'athlète pour gérer justement bah, mes états de stress et on va dire la manière dont je pratiquais mon sport pour être véritablement en fait aligné et surtout lucide à chaque fois que j'allais faire quelque chose. Donc j'ai bénéficié voilà de cet accompagnement mental dans la deuxième partie de ma carrière qui m'a beaucoup aidé. On a aussi après collaboré ensemble avec cette personne en faisant des conférences en entreprise ou des formations en duo, c'est-à-dire avoir notamment le regard de terrain et le regard de l'expert qui allait se confronter et raisonner un peu en ping-pong sur des interventions. Donc ça c'était chouette. Donc ça m'a aidé effectivement à gérer ces états-là. Après, c'est vrai que notre sport demande un engagement mental qui est pas anodin, ça c'est sûr. Ouais. Comme tu le disais en bas, si je suis à 100 mètres de profondeur mais que je veux m'arrêter, ben, j'ai pas le choix, il faut que je remonte avant de pouvoir retrouver la surface. Donc on a véritablement une, un, un travail sur l'attitude mentale, sur la concentration, sur l'acceptation, qui est très important et qui se fait notamment par la progressivité. C'est-à-dire qu'avant de descendre à 100 mètres, je passe pas de 50 à 100 mètres Ouais. en découvrant. Avant d'aller à 100 mètres, je suis déjà allé à 98.
à 97. Et puis j'ai répété 3 fois 95. Ouais. Et puis j'ai fait aussi 94. Et On, puis on le voit normalement ouais, dans les records, voilà, ils ça sont pas se battus joue de, ils sont pas battus véritablement de 20 quand on mètres, quoi. arrive dans ces limites, ça se joue à des mètres, à 1 mètre, 2 mètres près. Et il y a surtout cette notion de progressivité. Et ce qui n'empêche pas que tu as aussi des profils de personnalité et des têtes brûlées dans notre sport, hein, qui vont s'exposer et vouloir tenter le tout pour le tout et potentiellement aller au carton. Ça arrive aussi, hein. Mais ce principe de progressivité, il va permettre justement de maîtriser à chaque fois la performance. Et quand tu maîtrises tes 98 mètres et que tu sens que tu as la marge pour rajouter 2 mètres, parce que 2 mètres, c'est pas grand-chose, hein. On va dire même si c'est 2 mètres d'un côté, puis 2 mètres pour remonter, ça fait 4 mètres, mais c'est pas grand-chose. Par contre, quand tu es proche de tes limites, tu peux Ouais. parfois être à Bah, basculer de l'autre c'est côté comme alors quand que on tu es parle juste. de centième ou de millième dans Tout n'importe à quel fait. sport, natation ou Oui, sprint ou quoi que ce soit, quoi. exactement. Et donc, du coup, cette progressivité va permettre de s'habituer en fait Ok. à cette contrainte et à cette notion d'engagement qui n'est pas anodine parce que, bah oui, se retrouver à 100 mètres, mais quand je dis 100 mètres, c'est bien plus hein, aujourd'hui, hein. Je dis 100 mètres pour la barrière symbolique que représente ce chiffre. Mais on pourrait dire simplement 10 mètres aussi pour une Ouais. personne qui pratique l'apnée comme ça en loisir. C'est pas anodin et cet éloignement de la surface, dans la symbolique, elle est très forte. Donc cet aspect mental, cet engagement mental, il est vraiment important chez nous. Bah, tu me dis si je me trompe, mais le fait que ce soit très progressif, c'est ce qui justement est arrivé à Guillaume Néry, enfin, qui aurait pu être tragique, c'est que il devait battre son record du monde, mais de 2 mètres, je ne sais plus exactement, tu vas sûrement me le dire. L'organisation s'est trompée en mettant à 10 mètres en Exactement. dessous, et il est arrivé bah, une catastrophe qui aurait pu être bah, la mort, mais il n'est pas mort. Mais il a fait une syncope. Donc, Oui. c'est voilà, c'est d'où, même à ce niveau-là, au niveau des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, 10 mètres, c'est 10 mètres et ça peut être équivalent à mourir, quoi. Tout à fait. Alors pour la petite histoire, j'étais là ce jour-là, parce que Ah, ok. je connais très très bien Guillaume, hein, on était en même temps au championnat du monde. Ok. C'est un facteur externe justement qui moi derrière m'a plombé Ok. effectivement sur ma propre compétition. Ok. On s'entend très très bien avec Guillaume, hein, on est vraiment très potes à tel point de partir en vacances ensemble, etc. On échange énormément, même si on n'est plus athlète aussi aujourd'hui. On se voit très régulièrement, c'est un très très bon copain. Et ça a été effectivement cet impact-là, ce facteur externe-là qui, moi, m'a perturbé derrière, m'a complètement liquéfié, alors que j'étais très très bien préparé. Physiologiquement, mais pas mentalement, pour Ok. avoir, on va dire, un impact comme ça, un facteur externe qui allait bouleverser complètement ma psychologie, à tel point que bah, moi, j'étais pas touché, on va dire, dans mon être, on va dire, mais par contre, sur la situation, sur ce qui s'était passé, sur cette incapacité à pouvoir apporter aussi du réconfort à mon pote, en fait, qui était là et qui s'est pris, en fait, une erreur qui ne doit pas exister, on va dire, dans notre sport, ça a été un facteur très, très, très dur pour moi et qui m'a fait rater ma compétition véritablement. Tu faisais Mais la même voilà. compétition que lui? Tu étais Ouais, engagé au ouais, même tout à fait. moment? Tout à fait. Ouais, D'accord. au championnat du monde, une épreuve et pour tout te dire, j'étais son accompagnant sur sa performance. Donc en fait, j'étais aux premières loges pour tout voir. J'étais dans l'eau avec lui, en fait. Donc j'ai tout vu et on a réalisé que après que cette erreur de 10 mètres Ben, les images sont terribles parce qu'en plus on a des belles images où on le voit remonter et la surface est à, je sais pas, 2 mètres, très il très. fait sa syncope quand même à une dizaine de mètres de profondeur. On le voit qui voilà, qui En tombe fait, et hop, il y a quelqu'un qui le ces prend. images-là, on va dire, sont des images qui appartiennent à l'apnée, c'est-à-dire la syncope sous l'eau. Ce sont des Oui. choses qui arrivent, d'accord. Sauf que là, en fait, lui aurait été tellement préparé que son record du monde, il allait le faire sans problème, Mm. sans souci. Et on va dire qu'au départ, quand il sort de cet échec, on va dire, on comprend pas trop, même s'il avait effectivement, il vivait quand même du stress par rapport à ses jours précédents, mais il était dans une maîtrise totale de son art. Et on va dire que de 126 à 129 mètres, c'est-à-dire sa tentative, elle allait passer. Et donc on a une incompréhension lorsqu'il remonte en syncope, surtout à 10 mètres de profondeur. Par contre, quand on découvre sur son profondimètre qu'il est allé non pas à 129 mètres, mais à Ouais. 139 mètres, Ouais, c'est là que. là on fait qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Pourquoi? Et on comprend justement cette erreur impardonnable Ah de bah. l'organisateur. Donc ça c'est autre chose, on va dire. Ok. Euh,
Pour revenir voilà, sur cet aspect véritablement mental, il faut savoir malgré tout qu'on est sur un sport qui reste un sport de niche, malgré tout, un sport jeune. On va dire qu'on est dans le développement un peu qu'a suivi le surf, mais avec 20-25 ans de retard, on va dire. L'apnée moderne, c'est le début des années 90. Moi, quand je commence l'apnée en l'an 2000, je suis un peu la deuxième génération. On est un sport amateur qui s'est énormément transformé en 25 ans, hein. Aujourd'hui, on a véritablement des athlètes de haut niveau qui s'entraînent de manière biquotidienne, qui sont aidés par des préparateurs mentaux, voilà, qui a vraiment un sérieux et une connaissance dans l'entraînement qui n'existait pas il y a 25 ans en arrière. Que moi j'ai découvert en fait et que j'ai reçu au fur et à mesure de ma carrière, puisque moi ma carrière c'est véritablement, on va dire, je commence l'apnée en 2000, mais ma première sélection c'est 2005 jusqu'à 2019, donc je vis toute cette explosion, on va dire, de l'apnée à haut niveau en temps réel, on va dire, avec des performances qui explosent. Entre 2000 et 2010, c'est on va dire la période où les records du monde ont été explosés. Aujourd'hui, les records du monde sont beaucoup plus difficiles à battre, d'accord, parce on a atteint voilà un certain nombre de pics. Ils sont encore battus, mais de manière beaucoup plus lente. Dans les années 2000 à 2010, c'était une explosion, c'était pas toutes les semaines, mais presque, et puis Far c'était West. une progression de dizaines de mètres. Aujourd'hui, on progresse mètre par mètre dans les records. Ouais. Donc, c'est la réalité de notre sport aussi. On reste malgré tout un sport de niche, avec peu de moyens. Les athlètes professionnels, il en existe, j'en ai été l'un d'entre eux, mais il reste encore assez rare, je dirais. On n'a pas de circuit de compétition avec une grosse marque comme au surf ou comme en freeride, en ski, qui va sponsoriser un circuit d'étape de Coupe du Monde. Ça n'existe pas. On est encore sur un sport très amateur. Ah oui, alors on pourrait De, penser que ça peut exister assez facilement, entre guillemets. Ça aurait pu, mais Oui. effectivement, tu vois, Red Bull n'est jamais arrivé chez nous, Mm. ou d'autres grandes. Il y a pas ces grandes marques, on va dire, qui vont mettre de l'argent pour développer notamment Ouais, je vois. un ensemble de circuits et puis notamment médiatiser cela. C'est vrai que quand ça se passe en pleine mer, les captations vidéo sont compliquées aussi, même si aujourd'hui on a des drones sous-marins qui nous Ouais. suivent Mm. sur les championnats du monde en temps réel. Donc ça a énormément progressé. Mais on reste encore sur un sport de niche, donc on a encore des moyens très limités aussi. Si je te parlais du budget de l'équipe de France de l'apnée, il est assez dérisoire malgré tout. Et même s'ils font un excellent travail et qu'ils essaient d'accompagner au mieux leurs athlètes, il y a peu de moyens. Il y a peu de moyens. Alors après, en France, malheureusement, bon, à part le foot et les gros sports, il y a jamais, quand on compare nos moyens avec les Américains, par exemple, Tout à fait. j'avais entendu des comparaisons entre la Jeep Elite, le basket, et c'était même pas équivalent à la ligue universitaire américaine, D'accord. universitaire. Donc, Ouais, ouais, ouais. on est à des années-lumière. Je t'avais promis 1 heure, ça fait 1 heure, mais est-ce Voilà que quelques minutes si tu veux encore, si tu as deux, trois questions, il n'y a pas de problème. bah, j'aurais bien aimé que tu nous parles de ton projet trail parce que c'est aussi comme Ah ça ouais. qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est croisés sur les réseaux. C'est parce que tu cours de plus en plus et tu avais un petit projet trail dans les valises. Oui, tout à fait. Alors, moi, je faisais du trail déjà un petit peu pendant ma préparation quand j'étais athlète en apnée. Ça faisait partie de mes débuts de saison parce que c'était un sport que j'aimais bien, parce que j'habite à Marseille et j'habite à côté des Calanques et moi, ça me permettait de relier la mer des Calanques et la mer d'un point de vue terrestre. Donc, c'était des paysages voilà super et qui étaient géniaux pour moi pour ma préparation. Mais comme je te le disais, sport d'endurance, au bout d'un moment, ça devient antinomique. Donc, j'en faisais un peu. Et puis, au bout d'un moment, j'étais obligé d'arrêter dans l'année pour pouvoir me concentrer à ma spécificité, on va dire. Aujourd'hui que je suis athlète retraité, bah, j'ai pris plus de temps pour courir notamment et je me suis davantage investi. Donc ça fait du bien aussi de trouver un sport avec le temps long. C'est-à-dire que bah, moi, comme quand je m'entraînais, je pouvais m'entraîner 1 heure et demie, 2 heures, parfois 2 heures le matin et puis aller 1 heure l'après-midi. Ça pouvait m'arriver aussi d'avoir des entraînements bi-quotidiens. Mais je partais jamais pour m'entraîner 6 ou 7 heures. Ça n'existait pas chez moi, d'affilée. Faire une course de 10 heures, c'est des temps que je ne connaissais pas, on va dire, dans l'entraînement sportif. Donc découvrir ça, c'est assez exceptionnel pour moi. Et il peut y avoir quand même malgré tout des parallèles dans la gestion, on va dire, mentale de cet effort. Pardon, toi aussi tu gères l'effort, Ouais, ça y est. Il nous rappelle que ça hein. fait 1 heure. Et du coup, comme je me suis un peu davantage tourné sur ce sport-là, ben on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux avec Mathieu Blanchard.
qui est quand même une des sommités du milieu. Il est connu, oui, il est connu. Voilà, bien connu, il est bien connu, et qui se trouve avait une grande affinité pour l'eau, parce que Mathieu, Ouais. c'est aussi un ancien moniteur de plongée, et il aime bien mettre un masque, des palmes, et retenir sa respiration aussi. Et on a voulu en fait aller explorer un peu l'univers de l'autre à travers un concept qui s'appelait notamment le projet 50-50, c'est-à-dire que nous sommes allés explorer le territoire de l'autre avec ces chiffres mythiques. Le but étant d'emmener Mathieu à 50 mètres de profondeur en apnée et que lui me fasse courir 50 kilomètres en trail. Donc ça a été Super. mon avènement un peu dans cette discipline-là, on va dire. Et découvrir voilà, de manière plus poussée le trail avec Mathieu à ses côtés, c'est quand même très chouette. Et on a fait ce projet-là qu'on a mené à bien. On a un documentaire qui va sortir et sur lequel on va faire quelques tournées de festival assez prochainement. Là, on est sur la fin de on va dire la post-production du documentaire, avec un pari assez particulier. J'en dis pas plus sur le rendu voilà de l'image, mais effectivement voilà j'ai découvert le trail de manière plus poussée grâce à Mathieu. Et aujourd'hui du coup cette année je suis inscrit sur le 52 km de l'UTCAM dans le Mercantour en juillet prochain. Un beau Donc, je morceau. vais faire, on va dire, mon premier trail un peu long. Moi, j'en avais déjà fait des 20, des 25, des 30 vers chez moi, vers la Sainte-Baume, vers des choses comme ça en Provence. Mais là, voilà, je vais faire ça avec notamment mon pote Guillaume Néry, qui s'est aussi passionné d'endurance, qui vient de boucler quand même son marathon à Valence en 3h19. À Rome, pardon, en 3h19, donc c'est quand même pas mal. C'est bien. Et on va faire ce 52 km chez lui, parce que c'est un Niçois, en juillet prochain. Donc on a un peu vrillé, voilà, trail tous les deux. Bon, impeccable. Écoute, hâte de voir le projet. Hâte de voir le projet Oui. avec Mathieu. Ça s'annonce chouette. Et pas rien de descendre à 50 mètres de profondeur quand même. Et pas Pas rien rien, tout à de fait. Pas s'engager rien. sur 50 bornes de Ouais, ouais, trail. tout à fait. Ouais, ouais. Ce qui était très chouette pour moi personnellement, c'est qu'il m'a fait un petit parcours aux petits oignons chez lui dans les deux Alpes. Et Mhm. donc j'ai vécu voilà une course incroyable sur 50 km. Est-ce que j'y suis parvenu jusqu'au bout? J'en sais rien, on verra. On verra. On va pas spoiler. Mais Ouais. voilà. Mais ça a été voilà en tout cas un échange entre nous deux qui a été assez exceptionnel. Bon, écoute, Morgane, c'est top. Je vais te laisser là. Je m'engage à notre heure. En plus, ton bébé nous rappelle que c'est l'heure. Euh, il a été super sage tout le long. Donc là, ça y est, il dit, ça y est, c'est bon, c'est l'heure. Stop. Merci encore pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Ah oui, une dernière question quand même. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller pour passer sur le podcast à ta place? Alors, qui est-ce que je pourrais te conseiller pour sortir un petit peu aussi des sports d'endurance Ah, et tout ça ça? peut, ça peut, ouais, 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 qu'il y ait une connotation toujours mentale, quelque chose comme ça, quoi. ouais. On va peut-être essayer de sortir un petit peu de l'apnée aussi. Mais qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment en termes de sport? J'ai pas mal côtoyé, enfin, je me suis pas mal intéressé aussi au sport, alors très particulier du cyclisme, mais le cyclisme sur piste Ok. et le cyclisme plutôt explosif, c'est-à-dire vraiment le Mhm. sprint. Donc, D'accord. on a eu quand même des Français très très On avait forts des très très bons pendant Français. Oui, oui. exactement. Donc, ça pourrait être intéressant peut-être d'aller voir l'aspect mental de ces sportifs-là dans ton podcast. Oups là. Avec plaisir. Bon, je crois que c'est l'heure. Merci pour tout. Je te souhaite Merci une... Pierre, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup et à Allez, bientôt. à une prochaine. Ciao. Cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple, mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.